La nuit venait à peine de tomber, lorsque la bande de Bobby Jack firent une entrée remarquée dans l'Abreuvoir, un bar situé en plein centre-ville. À la vue de ces brigands, le propriétaire des lieux, un homme droit et robuste, cessa d'essuyer le verre à vin qu'il tenait entre ses mains, tandis que les quelques clients qui se trouvaient affairés sur le comptoir en zinc avaient pour leur part oublié un instant leur boisson enivrante. « Vous désirez, messieurs ?» tentait timidement le gérant. « On vient chercher le loyer, gros lard !» répondit un des scélérats, aux allures longilignes et doté d'un long nez crochu. Après cette requête, d'une arrogance incontestable, Bobby le chef dévisagea le propriétaire d'un œil mauvais. Tout le monde connaissait bien Bobby et ses hommes de main, ou du moins peu sont ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Ils avaient, pour ainsi dire, pignon sur rue, en raquettant tous les petits commerces et cela aux yeux de tous, même devant la police. Un silence de plomb s'étendit comme une éternité, et des perles de sueur filaient sur le vaste front du propriétaire. L'impatience pouvait se lire sur les visages des voleurs, et le gérant se mit alors à hurler. « Catherine, lâche le chien !» De là, la porte de service située derrière le comptoir s'ouvrit en grand, pour y laisser sortir une bonne femme avec attaché au bout d'une corde un molosse enragé. Elle lâcha la cordelette et le cabot sauta par-dessus le comptoir, pour bondir la gueule grande ouverte, les crocs en évidence sur le premier individu qui se trouvait devant lui, Bobby Jack. Celui-ci prit une position digne d'un boxeur, et lorsque le chien fut à une bonne distance, il lui décrocha un énorme coup de poing en pleine truffe, venant lui briser le museau. La bête fut tuée sur le coup. Le barman, sa femme ainsi que la clientèle avaient assisté à cette scène sous des airs médusés et effrayés. Prenant peur pour sa propre vie et celle de son épouse, le propriétaire accourut jusqu'à sa caisse enregistreuse pour en ressortir les quelques billets qu'elle contenait. « Voilà qui est fort mieux. Je vois que nous parlons enfin la même langue. » lança Bobby en rangeant avec élégance les billets dans la poche de son costume. « Tiens tes comptes, l'ami. On passera encaisser à la même date tous les mois. » ajouta-t-il. Dans la salle, personne n'osait moufter. Seul les ricanements des acolytes de Bobby se faisaient entendre. Puis le groupe de malfrats s'en retourna en prenant soin au passage de renverser quelques tables. Avant de franchir la porte de sortie, Bobby Jack s'arrêta devant le cadavre du chien en posant un pied sur sa dépouille. Il le secoua avec le plat du pied pour s'assurer qu'il était bien mort, puis, sourire en coin, il s'adressa au propriétaire avec ironie. « Au moins ça te fera de la barbade pour tes clients. » Puis il quitta les lieux. Une fois sur le trottoir de la rue, Bobby se renseigna auprès de ses hommes s'il ne restait pas un établissement qu'il n'aurait pas encore dépouillé. L'un d'eux lui apprit qu'un club de jeu venait tout juste d'ouvrir ses portes sur l'avenue principale. Décidé à s'y rendre, le gangster et sa bande se dirigèrent avec entrain vers l'endroit indiqué. Devant l'entrée du club, ils vérifièrent leurs armes respectives pour se donner de l'assurance. Ensuite, Spencer, l'individu au nez crochu, défonça la porte de l'établissement en envoyant un coup de pied dans celle-ci. De là, ils entrèrent comme des vermines pour y braquer les occupants, notamment des sexagénaires qui fumaient tranquillement des cigares en jouant aux cartes. Bizarrement, cette intrusion intempestive n'affecta aucunement leur comportement. Leur attitude ne recelait pas la moindre crainte face à cette menace, mais plutôt de l'étonnement. Un vieil homme se leva d'une des tables de jeu et s'approcha des voyous. « En quoi pouvons-nous vous aider, messieurs ?»« Appelle ton patron, vieux sac, et dis-lui que Bobby Jack veut le voir. » Stoïques, les clients observaient la scène avec intention. Certains tenaient encore entre les mains leur jeu de cartes. D'autres tiraient de grosses bouffées sur leurs cigares. Le vieux eut un sourire malicieux et d'une façon plutôt énigmatique, il répondit à la question. « Je crains fort, chers messieurs, que notre maître ne puisse vous recevoir, mais peut-être avez-vous un message important à lui transmettre ?»« Qu'est-ce que tu me baragouines, vieux schnock ? Dis à ton foutu maître que Bobby le d'épaisseur attend son loyer. » s'énervait le truand. « Vous ne le trouverez pas ici. » Puis, sans donner davantage de détails, le vieil homme posa son regard sur un des tableaux fixés sur l'un des murs de l'établissement. Celui-ci représentait un jeune homme nu, enfourchant un magnifique étalon rouge. L'individu et son étrange monture galopaient vers les hauteurs d'une montagne où se trouvait un immense château à tourelles. Le bâtiment surplombait un ciel noir, zébré par la foudre. « Quoi, c'est lui votre maître ?» demanda Bobby d'un rire moqueur. Le vieillard ne répondit pas à la question. Il se contenta de lui tendre une vieille carte de visite. Le gangster jeta un rapide coup d'œil à celle-ci, et il la rangea aussitôt dans sa poche intérieure. À partir de là, il en ressortit à la place un revolver qu'il s'empressa de coller sur le front ridé du vieil homme. « Ok, grand-père, fini de jouer maintenant. Si ton boss ne veut pas se montrer, alors c'est vous qui allez payer. Vite tes poches, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Occupez-vous des autres !» ordonna-t-il à ses hommes. Ceux-là s'empressèrent d'obéir aux ordres et s'entichèrent d'aller ramasser auprès des joueurs tous leurs effets personnels, ainsi que tout l'argent posé sur les tables.
Pendant que le vieux déballait ses affaires, Bobby remarqua qu'il détenait une chevalière en or avec la lettre D gravée en son centre. Il lui somma de la retirer et fièrement il l'enfila directement à son doigt. Commettez une grave erreur, messieurs. À partir de ce soir, votre vie ne sera plus jamais la même. L'avertit le vieillard. La tienne aussi, papy. Après ces mots, le voyou sans la moindre hésitation tira une balle dans le genou du sexagénaire. Au sol, l'homme se tenait la jambe en serrant les dents. Étrangement, il n'émit aucun hurlement, comme s'il avait déjà ressenti auparavant ce genre de blessure. Par contre, toute la salle se mit à rire de cette action, au plus grand étonnement de Bobby et de ses hommes. « Qu'est-ce qui vous fait rire, bande de vieux fous » s'insurgeait-il. L'homme à terre se mit également à pouffer de rire, malgré la douleur apparente qu'il endurait. « Eh Bob, on est où ici, chez Frappadog ou quoi ?» demandait Barry qui était l'un de ses hommes. « Ouais, je crois bien qu'on atterrit dans un asile de fous. On repassera demain récupérer notre dû. T'entends, charogne ?» dit-il en s'adressant au blessé. Demain à la même heure, on va venir vous rendre une petite visite. Et maître ou pas, j'ai intérêt à avoir mon enveloppe, vous en subirez les conséquences, est-ce que c'est clair ? Si on ne peut plus clair, Mr. Jack, lui dit le vieillard, accompagné d'un sourire qui en disait long. Ensuite, Bobby et sa bande avaient quitté les lieux. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans la rue, Bobby Jack se renseigna auprès de Frankie Lapoisse, qui détenait le rôle de trésorier au sein de cette organisation, s'il avait bien négocié avec les agents corrompus de la police, afin qu'ils ne mettent pas leur nez dans leurs affaires. Ouais, Bob, je les ai rencontrés ce matin, et ils ont les dents longues, miraculeux. Demande le double de la dernière fois. Si tu veux qu'ils ferment les yeux sur le business. Si tu veux mon avis, on devrait tous la refroidir un par un. Dis pas de sottises. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Pour le moment, on fait profil bas et on paye, ok ? Allez, on se retrouve demain à la planque. Tout le monde acquiesça et prirent congé les uns des autres. Après une nuit agitée due à une forte douleur au niveau de la main droite, Bobby Jack s'en alla rejoindre le lendemain le reste de sa bande. Ma main me fait horriblement mal. C'est sûrement quand j'ai frappé le chien, pensait-il. Lorsqu'il arriva à l'endroit où ils avaient l'habitude de se retrouver, Bobby remarqua de suite que Frankie Lapoisse n'était pas encore arrivé. De plus, Spencer, Barry le trésorier et Hans le Borgne laissaient entrevoir sur leur visage une certaine tension. « Où est Franck ?» demanda-t-il quelque peu contrarié. Avec une mine de déconfite, Spencer prit la parole pour lui apprendre une terrible nouvelle concernant Frankie le Poissard. « Désolé Bob, mais Frankie n'a pas pu venir au rendez-vous. Hier soir, en rentrant chez lui, il a découvert sa femme et son gosse assassinés. » Qu'est-ce que tu racontes ? Qui aurait pu commettre une telle chose ? Puni par une sorte de maniaque, une espèce de serial killer, ajouta Barry. Bordel, manquait plus que ça. Bon, on s'occupera de cette histoire plus tard. Pour le moment, on file récupérer notre fric chez ces vieux fous. Lorsqu'ils arrivèrent devant le club, ils furent pour ainsi dire décontenancés. L'accès de l'établissement avait été muré par des parpaings. Les fenêtres également. Bon sang, ils ont filé comme des rats. Ouais, et ils ont même eu le temps de clôturer les lieux, commenta Spencer sur le ton de la plaisanterie. La ferme ! On vient de se faire rouler comme de vrais bleus. Spencer effaça son sourire d'idiot affiché sur son visage. Quant à Barry et Hans le Borgne, ils firent de même. Parce que si ces criminels se gardaient bien d'une chose, c'était de ne jamais mettre leur patron en colère, au risque de leur vie. Qu'est-ce que vous faites encore ici, bande de bourrins ? Retrouvez-moi ces vieux débris ! Tête baissée, ils se hâtèrent à leurs investigations. Après leur départ, Bobby tenait sa main endolorie. La douleur était de plus en plus intense et il en profita pour se rendre à son domicile dans l'intention de se soulager avec de la glace. Devant l'entrée de son immeuble, il put reconnaître à son grand étonnement Sandra, l'épouse légitime de Barry. Vêtue uniquement d'une simple nuisette, elle était en pleurs et baragouinait un tas d'absurdités dont le sens lui échappait totalement. Les seuls mots qu'il put à peu près discerner étaient les mots viol, démon et sacrifice. S'apercevant que celui-ci ne la comprenait pas, elle se mit à déchirer violemment son seul vêtement, et bientôt elle se retrouva complètement nue. Devant cette vision, Bobby fut pris de dégoût, non pas par le simple fait qu'elle se déshabille, mais parce qu'elle avait les deux seins ablatés et un crucifix planté dans l'entrejambe. Les yeux de la jeune femme se révulsèrent, lui inspirant une démonte. Puis en hurlant à pleine gorge, elle se jeta sauvagement sur lui. Il essayait de se défendre du mieux qu'il le pouvait, jusqu'à ce qu'il réussisse tant bien que mal à se défaire de son emprise. Ensuite, il avait dégainé son revolver, pour enfin lui coller 2 balles en pleine tête. Malgré une nature froide et impassible, Bobby fut quelque peu ébranlé après cet assaut impromptu. Il venait d'oxyre la femme de son homme de main, et cet aparté n'était pas du tout prévu dans son programme. Sa figure était marquée par de profondes entailles, et sa chemise était quant à elle maculée de sang. Il reprit donc son sang-froid, et par peur d'avoir alerté le voisinage, il tira précipitamment le cadavre de Sandra jusque dans le coffre de sa voiture.
Ensuite, il avait foncé pied de plancher en direction de leur planque. Sur place, il put trouver ses 3 compères, Barry, Hans et Spencer. Ceux-là furent étonnés de le voir ainsi dépenaillé, mais ils n'eurent pas le temps de lui en demander la cause, parce qu'il les invita immédiatement à le rejoindre à l'arrière de son véhicule. Une fois tous réunis, il ouvrit le coffre. À la vue du corps mutilé et inerte de son épouse, Barry fut sur le point de tressaillir, et il accourut immédiatement vers elle dans l'espoir de la ranimer. Mais bien sûr, tout ceci fut en vain. Alors Bobby brisa la glace. Je l'ai trouvée en bas de chez moi dans cet état. Elle était complètement hystérique, comme possédée. Quoi? C'est toi qui as fait ça? S'indignait Barry. Tu calmes. Je viens de t'expliquer à l'instant qu'elle avait perdu la raison. À partir de là, une expression de rage s'inscrivit sur le visage de Barry, et il en vint à dégainer une arme à feu qu'il pointa tout droit sur son chef. Tu vas me le payer, espèce d'ordure! Le menaçait-il? Baisse ton arme, Barry. On est 3 contre 1. T'as aucune chance. Qui te dit que je suis seul? Lança-t-il avec conviction, en suppliant du regard ses camarades. Mais ses espoirs, qui étaient fondés sur le fait d'obtenir de l'aide vis-à-vis de ses compagnons, s'annulèrent aussitôt lorsque Spencer et Hans le braquèrent à leur tour. Je te le répète, Barry, je n'y suis pour rien. Alors pour la dernière fois, pose ton flingue. Entêté dans une version où Bobby était a priori l'unique coupable, Barry pressa le chien de son revolver, et alors qu'il s'apprêtait à tirer à bout portant sur son patron, Hans et Spencer, sans la moindre hésitation, le criblèrent de balles. Quel gâchis, il n'a rien voulu entendre. Eh Bob, c'est quoi ce bordel? Demanda Spencer après avoir rangé son arme. J'en sais foutre rien, mais je commence sérieusement à me poser des questions. Enterrez-le. Moi je ne peux pas vous aider car ma main me fait terriblement souffrir. Spencer et Hans opinèrent et ils se mirent à creuser un trou assez large et profond pour y ensevelir le corps de Barry. Une fois leur tâche accomplie, Bobby vint leur apprendre à leur grande déception qu'il leur restait encore un dernier effort avant d'en avoir terminé. Il fallait, d'après ses directives, qu'ils se rendent sur le champ en emportant avec eux des masses à l'adresse du club des vieux. Celui-ci désirait détruire le mur fraîchement monté afin de s'introduire à l'intérieur, dans l'intention de trouver tout ce qui pouvait les intéresser concernant ces mystérieux individus. Hans et Spencer s'échangèrent mutuellement un regard de lassitude, puis tout en grommelant dans leurs barbes respectives, ils se rendirent sur le lieu demandé. Quant à Bobby, il en profita pour rentrer chez lui se soulager la main. Les 2 comparses traversèrent la rue comme 2 ombres dans la nuit, et une fois devant le mur en question, ils commencèrent à entreprendre leur besogne. Un boucan du tonnerre se fit entendre dans tout le quartier, sans pour autant venir perturber les 2 malfaiteurs qui frappaient de toute leur force sur les parpaings cimentés. Puis, après avoir donné plusieurs coups de masse, ils réussirent à déloger un bloc assez suffisant pour pouvoir se faufiler à l'intérieur. Mais lorsqu'ils jetèrent un coup d'œil à travers le trou, ils purent constater qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Spencer regarda son compère en prenant son air hautain, puis il se mit à le taquiner sur le fait que si c'était lui qui pénétrait en premier à l'intérieur, il ne pourrait pas le prévenir d'un éventuel danger, parce qu'il n'y verrait absolument rien avec son seul et unique œil. Vexé, Hans le prit au mot et il prit la décision d'entrer le premier. Pendant ce temps, Moby Jack se trouvait dans sa salle de bain en train d'examiner sa main qui avait doublé de volume. Il put s'apercevoir qu'au niveau de sa chevalière, son doigt avait comme qui dirait noirci. Il tenta de retirer le bijou, mais il lui fut impossible de s'en libérer. Le précieux métal avait fusionné avec sa peau et la douleur ressentie alors qu'il essayait de la faire glisser le long de son auriculaire lui fut à ce moment-là insupportable. Il laissa échapper quelques jurons, puis ne sachant quoi faire devant ce symptôme, il s'en alla rejoindre son épouse et sa fille qui se trouvaient dans la salle à manger. Sa femme était en train de s'atteler aux tâches ménagères, tandis que leur fille s'amusait tranquillement avec ses poupées de chiffon sur le tapis du salon. Ne voulant pas les déranger, il se rendit dans sa chambre à coucher pour y prendre un peu de repos, le temps que Spencer et Hans reviennent de leurs explorations. Au même moment, Hans le Borgne passait sa tête dans la brèche du muret. Il s'efforçait avec toutes les peines du monde à faire glisser son corps à travers le trou, mais son ascension s'arrêta au niveau de sa poitrine. Dans l'établissement, il ne vit en premier lieu personne, jusqu'à ce qu'il lève les yeux en direction du plafond. De là, une image de terreur vint alors s'imprimer sur sa rétine. En effet, le vieux qu'ils avaient blessé en amont se tenait debout au-dessus de lui. Son visage était recouvert d'un châle et il brandissait dangereusement une hache affûtée. Puis, sans avoir le temps de pouvoir alerter son partenaire qui était resté de l'autre côté du mur, le sexagénaire en vint à lui sectionner le cou. Spencer, qui se demandait ce que pouvait bien fabriquer Hans, s'enticha de le tirer hors du trou en l'agrippant par son pantalon. Mais quelle fut sa surprise en découvrant le corps de son ami sans sa tête sur les épaules. Foudroyé par la peur, Spencer recula de quelques pas en arrière et sans vouloir faire de vilains jeux de mots, il prit aussitôt ses jambes à son cou.
Un peu plus tard, Bobby fut brutalement arraché à son sommeil, après avoir entendu des cris qui provenaient de la chambre de sa fille. Il accourut jusque dans la pièce pour y trouver sa femme qui poussait des hurlements de détresse. « Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» « C'est Carrie, on vient de l'enlever !» répondit-elle complètement affolée. Bobby observa la fenêtre de la chambre qui était grande ouverte et qui semblait avoir été forcée. Il se rua vers celle-ci pour jeter un coup d'œil à l'extérieur sur le trottoir de la rue. Quand au loin il put apercevoir Spencer qui remontait la rue en trottinant vers son domicile. Il essaya de rassurer son épouse comme il le pouvait, puis il rejoignit Spencer qui s'apprêtait à sonner d'une minute à l'autre. « Hein, Bob? Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. »« La ferme! Où est ma fille, fumier? Je sais que tu es dans le coup !» lui dit Bobby en l'agrippant fermement par le col de sa chemise. « Qu'est-ce qui te prend? Je reviens tout juste du club. »« Foutaise! Et où est le borgne, hein? Vous préparez un autre coup derrière mon dos, c'est ça ?» s'écriait-il foudrage. « Bob, tu n'y es pas du tout. Hans vient de se faire trancher la tête. Et j'en suis persuadé maintenant. C'est les vieux qui ont assassiné l'épouse et le fils de Frankie Lapoisse. De même que c'est eux également qui ont rendu dingue la femme de Barry et qui lui ont fait toutes ces choses horribles. Depuis le départ, ils sont les seuls responsables de nos malheurs. » lui expliquait Spencer avec véhémence. « Arrête ton baratin et écoute-moi avant que je t'explose la cervelle. Je te le redemande une dernière fois. Où est ma gosse ?» le menaçait-il tout en dégainant son arme. « J'en sais rien, mec. Faut que tu me crois. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une bande de sorciers au cul, et qu'ils ont bien l'intention de nous faire éliminer jusqu'au dernier. » Ouais, c'est ça. Garde ta salive pour Saint-Pierre. Spencer n'eut malheureusement pas le temps de protester, qu'il se retrouva en un rien de temps avec une balle fixée entre les deux yeux. Sans perdre un instant, ni même s'attarder sur la dépouille de son ami, Bobby partit en direction de leur planque, car il lui fallait s'approvisionner en munitions et en armes avant de partir à la recherche de sa fille. Dans le repère, il récupéra tout ce qu'il pouvait, mais une douleur insupportable lui fit poser le genou à terre. Son doigt était maintenant calciné, et la bague qu'il épousait avait quasiment disparu dans sa chair. Il fouilla l'endroit en s'acharnant à trouver quelque chose qui pourrait le soulager, quand son regard se posa sur un établi où se trouvaient des outils de jardin, et son attention s'arrêta plus particulièrement sur un sécateur. Il se saisit de l'objet, puis il sortit de sa poche une petite fiole qui contenait de la liqueur de whisky. Il s'en aspergea la main et il plaça tout en tremblant son doigt gangréné entre les deux lames aiguisées du ciseau. Mais au dernier moment, alors qu'il allait presser la pince sur sa phalange, il revint sur sa décision. Le fait de s'amputer un membre était pour lui une épreuve des plus difficiles, et il refit plusieurs tentatives avant de le sectionner pour de bon. Il avait d'ailleurs, après coup, poussé un hurlement digne d'un film d'horreur, ce qui fit aboyer tous les chiens errants du quartier. Sa main lui faisait encore très mal, mais il ressentit après s'être débarrassé de cette chevalière maudite, il le savait dorénavant, une sorte de soulagement indéfinissable. Il enroula grossièrement sa main dans un chiffon trouvé sur place, pour ensuite se rendre illico presto au club des vieux. Mais là-bas il n'avait trouvé pas âme qui vive. En premier lieu, il s'était entiché de placer un bâton de dynamite contre le mur de parpaing pour faciliter son passage. Puis comme un chien enragé, il avait fouillé tout l'intérieur à la recherche d'un éventuel coupable. C'est alors que, désespéré de ne plus jamais revoir sa fille, il avait eu subitement un éclair de lucidité, où il s'était souvenu de la carte de visite remise par le vieux. Il avait cherché frénétiquement le bout de carton dans sa poche, pour en ressortir celui-ci sur lequel une adresse y était inscrite. On pouvait y lire « Château des ordres du grand architecte », suivi du nom de la région où il se situait. Encouragé par l'infime espoir de retrouver son enfant sain et sauf, il était retourné de suite au repère pour se munir d'une carte régionale afin de localiser le château en question. Et une fois qu'il fut enfin prêt, il démarra son véhicule pour s'en aller sur les chapeaux de roue. Il roulait peut-être déjà depuis plus d'une heure, lorsqu'il put apercevoir au loin, perché sur les cimes montagneuses, la silhouette menaçante et imposante de l'édifice. Il se souvint alors du tableau qui le représentait sur l'un des murs du club. Arrivé en bas de la montagne, il descendit de son véhicule pour terminer à pied son ascension. Il avait pris soin d'emporter un fusil et 2 revolvers et très rapidement il se retrouva devant l'entrée du château. De là, il tomba nez à nez sur 2 individus, affublés de toges et encapuchonnés comme le seraient des moines. À son approche, ils ne tentèrent pas de l'arrêter, mais l'invitèrent plutôt par des gestes à la fois gracieux et mystiques à entrer à l'intérieur du château. Méfiants, ils surveillaient leurs moindres mouvements. Puis, ne voyant a priori aucune hostilité venant de leur part, il s'engouffra arme au poing dans les ténèbres de ce château. Dans la salle principale, un groupe d'individus masqués et vêtus de robes de nécromanciens s'excitait autour d'un autel en pierre sur lequel Carrie, sa fille, était ligotée.
Afin de stopper immédiatement cette messe satanique, il tira un coup de feu en l'air et ils s'arrêtèrent tous de danser. À présent, tous les regards étaient braqués dans sa direction. Et bientôt, il fut encerclé par ces dangereux individus. Lorsqu'apparaissant de derrière ces hommes qui s'étaient écartés à sa venue, un jeune homme entièrement nu et qui ne devait avoir pas plus d'une dizaine d'années, s'avança avec une grande élégance devant lui. Malgré son jeune âge, certes, on pouvait deviner à travers son regard brûlant que celui-ci avait vécu de nombreuses vies. Un petit escalier en marbre rejoignait l'hôtel et l'enfant se tenait en haut fièrement sur la dernière marche. Bobby se trouvait quant à lui juste en dessous, donnant l'impression en perspective que l'enfant était plus grand. « Je t'attendais, Bob. Je t'attends depuis le début, » lui confia-t-il. En découvrant l'enfant, Bobby Jack avait froncé les sourcils, car l'idée même de négocier avec un gamin ne lui serait jamais venue à l'esprit. « Libérez-la, vous entendez ?» Bien sûr. Pour ce faire, il te suffit de poser tes armes, lui dit celui-ci d'un calme inquiétant. Pas question, laissez-la partir avant. Très bien, soit. Et d'un simple claquement de doigts, l'enfant ordonna à ses adeptes de libérer la fillette. Ceux-là s'exécutèrent et ils l'escortèrent vers la sortie. Ne t'inquiète pas pour elle, il ne lui arrivera rien. Je te le promets, le rassurait-il avec une voix ensorcelante. Maintenant, pose ses armes. Elles ne te servent à rien ici. Qui êtes-vous ? L'enfant ne répondit pas, mais posa son regard étincelant sur sa main blessée. Bobby repensa alors subitement au bijou qu'il avait récemment porté. La lettre D y avait été gravée. Il fit donc logiquement le lien entre ces satanistes et cette fameuse lettre sur la bague. « Oh, vous êtes le diable ?» demanda-t-il quelque peu effrayé. Trop autre. En tout cas, c'est comme ça que vous autres aimez m'appeler. Mais le plus important n'est pas de savoir qui je suis, mais de savoir ce que tu vas devenir, Bobby. Qu'allez-vous me faire, me sacrifier ? Le diable se mit à rire, puis il répondit tout en l'hypnotisant. Comment pourrais-je sacrifier une âme aussi horrible que la tienne ? Ce serait une véritable erreur de ma part que de perdre un allié d'une telle envergure. Maintenant approche-toi de moi. N'aie pas peur. De là, il laissa tomber ses armes au sol et il monta les quelques marches qui les séparaient. Il fut alors saisi par plusieurs individus pendant que d'autres se chargèrent de lui retirer ses vêtements. Et il se retrouva en un rien de temps dans son plus simple appareil. « Je vous en supplie, ne faites pas ça, je ferai tout ce que vous voulez !» implorait-il. « Chut, calme-toi. Maintenant, je vais te poser une seule et unique question. Veux-tu me rejoindre, Bobby ? Veux-tu acquérir tous les pouvoirs de cette terre ? Le souhaites-tu ? » Bobby, qui était en proie depuis toujours à une énorme vanité, accepta l'offre du diable. Ravi et tout sourire, celui-ci vint à lui caresser délicatement la joue, comme le ferait une mère envers son enfant. Puis, soudainement, d'étranges hennissements se firent entendre. Bobby fut alors traîné par les adeptes jusqu'à l'autel, et ils l'attachèrent de sorte qu'il se retrouva la poitrine contre la table de pierre avec l'arrière-train en évidence. « Qu'est-ce que vous faites ? On avait conclu un marché !» s'insurgeait-il. « Oui, mais pour rejoindre notre confrérie, il faut que tu réussisses cette épreuve, » l'informait le diable. « Mais de quelle épreuve parlez-vous » s'inquiétait le voyou en pleurant à chaudes larmes. Mais hélas, il ne prit pas le temps de lui répondre. C'est alors qu'un énorme pont-levis qui donnait sur l'étable et qui communiquait avec la salle du château vint à s'abaisser au fond de la pièce. Des hommes en robe de mage en étaient sortis avec attaché au bout d'une chaîne en acier un cheval rouge sang terrifiant. Ses yeux étaient d'un rougeâtre diabolique et de ses narines béantes s'échappait une épaisse et étrange fumée noire. Il frappait nerveusement le sol à l'aide de ses sabots en fer et ses affreux hennissements parurent aux yeux de Bobby très inquiétants. Les adeptes tirèrent donc la bête jusqu'à l'autel. À partir de là, l'animal leva très haut ses deux pattes avant, pour ensuite venir les reposer violemment sur le dos du malheureux. Puis il arriva ce qu'il devait arriver. Pendant toute la durée de l'initiation, on put alors observer le petit diable qui, sous les hurlements de Bobby Jack, n'avait cessé de rire comme un enfant.